Leur quantité produite dans le monde est passée de 2 millions de tonnes en 1950 à 475 millions de tonnes en 2022. De quoi on parle? Du plastique. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 août, les 175 pays de l'ONU se réunissent à Genève. L'objectif donc de trouver un accord sur la pollution plastique. Alors c'est pas la première fois qu'ils essayent. Il y a 6 mois, la session de discussion en Corée du Sud à Busan avait échoué. Alors est-ce que là aujourd'hui ça peut déboucher sur quelque chose? Quels sont les intérêts qui s'opposent? Est-ce que l'interdiction des cotons-tiges a une bonne foi pour tout régler le problème? Spoiler alerte, non. C'est à toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors déjà, je commençais à en parler, Antoine. Ces négociations, ça fait, je crois, 2 ans qu'elles ont commencé. De quoi on parle? Comment elles ont été entamées? Ça a été quoi le processus? Est-ce qu'on a flirté avec des accords ou est-ce que ça patine depuis 2 ans? Un petit retour en arrière de ces 2 ans de négociations. Donc déjà bonjour. Oui. Du coup, alors en fait, on commence en 2022. Une résolution de l'ONU est votée pour s'attaquer au fléau de la pollution plastique. Donc c'est une première idée qui émerge. À partir de cette résolution, il y a l'idée qui monte de formaliser ça sous la forme d'un traité contraignant juridiquement pour tous les États. Donc des travaux sont lancés. On a 2 ans de négociations et l'idée c'est de parvenir à créer un texte contraignant sur la question, mais un texte qui vraiment ratisse large. C'est-à-dire qu'il ne s'attaque pas qu'à la pollution en tant que... pas au niveau de la finalité, c'est-à-dire c'est pas juste parler qu'est-ce qu'on fait du plastique, des déchets ou de l'élimination du plastique. C'est aussi prendre en compte la question de la production, ce qui se passe en amont. Donc tout ça, donc il y a tout un tas de réunions, c'est assez complexe, assez long. Ça prend 2 ans, il y a des réunions de travail, et on aboutit du coup à ce dont tu disais à Busan en fin 2024. En décembre, je crois. Pour un 5e round de négociations, donc c'est très très long. Et on aboutit à ça, et c'était censé être la date limite, entre guillemets, pour ensuite parvenir à ce traité. C'est-à-dire que c'était vraiment là où on devait aboutir à un texte. Ouais, c'est bon, on a assez discuté. Tomber d'accord, vraiment. C'est vrai qu'après, c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de paramétrage. Donc, en fonction des termes qui sont utilisés, voilà, il faut vraiment... ça prend du temps, c'est normal. C'est comme ça qu'est bâti un accord international. C'est assez fastidieux. Et le problème, en fait, c'est que donc Corée du Sud, fin 2024, les États ne parviennent pas à tomber d'accord. C'était assez attendu parce que finalement, c'est des enjeux qui, sur le plan économique, sur le plan de la gestion des déchets, sont vraiment importants. Donc, ce qui s'est passé, donc, c'est que il y a 2 blocs qui s'affrontent, 2 blocs de pays. Le premier, donc on appelle la coalition des hautes ambitions, c'est ça. Les Willings, donc c'est les pays volontaires entre guillemets, menés donc t'as principalement les pays de l'Union européenne, t'as le Rwanda, y compris la France du coup, la Norvège, tout ça, le Mexique aussi, qui eux étaient vraiment favorables à un traité très ambitieux et qui surtout traite vraiment tout le cycle de plastique du début jusqu'à la fin. Donc de la conception des produits à leur production jusqu'à leur élimination et au recyclage. Ça a fait tiquer parce que forcément il y a de l'autre côté un autre bloc de pays qui eux produisent ce plastique et qui veulent pas s'en débarrasser parce que c'est une manne économique très importante. C'est en fait la plupart du temps des pays pétroliers. Donc on a la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, donc les États-Unis aussi, l'Inde aussi. Et eux, ils disent non, on veut pas entendre parler de ça. Nous, on veut se focaliser sur la gestion des déchets. On veut avoir vraiment une amélioration de ce côté-là. Parce qu'en fait, le problème, si tu vois, il y a un lien de cause à effet. Si tu ne remets pas en question la production en amont, à l'arrivée, tu auras toujours le même problème. Oui, on aura des volumes toujours plus importants et le problème sera jamais réglé. Et ça, ils veulent pas en entendre parler, et c'est la raison pour laquelle, en Corée du Sud, ça n'a pas marché. Mais du coup, tu dis, en fait, on s'intéresse à la pollution plastique du début de la chaîne à la fin de la chaîne, donc à la fois, qu'est-ce qu'on fait des déchets, du plastique une fois qu'il est construit, mais aussi
ça veut dire pourquoi on le construit, à quoi ça sert. Donc en fait, ça veut aussi dire revoir tout le C'est modèle remettre en de question- consommation. c'est C'est remettre en un question changement le très système. profond. Bien sûr, c'est une remise en question totale du système. Et ça, encore une fois, ils veulent pas en entendre parler parce que pour préserver des intérêts économiques, voilà. Donc là, on part sur un nouveau cycle de négociation qui débute aujourd'hui à Genève jusqu'au 14 août. Et malheureusement, il y a peu de chances que les choses avancent parce que chacun reste campé sur ses positions. Les échos que là, on a eu des délégués qui sont présents, qui représentent les États, montrent que chacun va continuer sur sa ligne. Le danger, en fait, dans ce genre de négociation, c'est qu'on tire les objectifs vers le bas et qu'on finisse par avoir un texte creux, voire complètement inopérant. Parce que, encore une fois, si on aboutit sur quelque chose qui se focalise sur la réduction des déchets plastiques, sur un meilleur traitement du recyclage. On ne traite pas le problème à la racine. C'est très bien, voilà, c'est ça. On ne traite pas le problème à la racine et la question de la production, elle est évitée, les volumes vont augmenter. Et puis, bon, les prévisions qu'on a actuellement sur cette augmentation des volumes sur la planète, elles sont très inquiétantes. Donc, si on prend pas un véritable engagement dès le départ, le problème ne sera jamais réglé. Et concrètement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un consensus pour qu'un accord soit adopté ? Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, ouais. Parce que j'entendais ce matin, je ne sais plus sur quelle radio, je ne sais plus quelle personne, je suis désolé, j'ai pas pris de note, une responsable associative qui disait, mais en fait, si on faisait un vote et pas un consensus, peut-être que ça pourrait accélérer et faire plier les pays qui s'opposent toujours, quoi. Est-ce que ça peut être une solution, une porte de sortie pour arriver à un accord qui soit pas complètement dénué de sens, quoi. Vidé de sa substance, ouais. C'est une bonne question. Là, on est sur un processus qui est onusien, donc si tu veux, tout est réglé et millimétré. On fait pas ce qu'on veut. Cet accord-là, il doit être adopté par consensus. C'est le même logiciel que les COP, en fait. C'est-à-dire que tous les délégués se réunissent et il faut aboutir à un texte. Donc, en fait, les débats, ils se concentrent. C'est un peu difficile à comprendre parce que c'est des débats sur des termes. C'est une bataille terminologique en fait qui se joue. Donc c'est très très long, c'est très fastidieux. Et donc ce qui s'est passé jusque-là, c'est que des termes sont refusés. L'obstruction concrètement, c'est quoi ? C'est on va passer des heures et des heures à débattre de trucs, de choses qui paraissent complètement inutiles. Et tout ça pour gagner du temps. Et donc oui. Est-ce qu'il peut y avoir un vote ? Franchement, je sais pas. Honnêtement, c'est pas censé être le cas. Et encore une fois, s'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'accord. Donc là, en fait, on est sur du 5.2, si je dis pas de bêtises. Donc 5e round, c'était Busan. 5.2, c'est Genève. Donc c'est pas le 6e round. Tu vois, on réouvre les négociations de la Corée du Sud. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas eu d'accord en Corée. Donc on se remet autour de la table, cette fois-ci, pour parvenir à un accord. Tu disais que c'était un accord qui, s'il est accepté, se voudrait contraignant. Ça veut dire que si les pays le signent, ça veut dire qu'ils sont obligés de respecter ce qu'il y a dans l'accord. Donc soit ce sera juste on recycle mieux le plastique, soit ce sera on arrête d'en produire, on en produit moins, etc. Mais ça veut dire qu'en fait là, les différents négociateurs sont en train d'écrire des trucs très précis, j'imagine, genre je sais pas, dans telle filière, faut qu'on produise moins de temps de plastique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de précis dans cet accord ? Parce que c'est quand même des choses. Si c'est contraignant, si les pays doivent les respecter, ça veut dire qu'il doit y avoir des critères très précis. Oui. À partir du moment où on veut créer un accord sur un objectif d'éradication de la pollution plastique, il faut fixer des objectifs, donc un calendrier. C'est-à-dire dire, comme ça a été fait pour la COP28 en lien avec les énergies fossiles, c'est exactement ça. C'est de dire, donc là par exemple, pour l'exemple de la COP28, l'accord de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, c'était de dire on s'engage à aller vers la neutralité carbone d'ici à 2050. Mais donc ça, c'est une date, c'est officiel, et les États s'engagent, entre guillemets, à aller vers ça d'ici à 2050. Donc là, on va voir comment concrètement ça se met en place. Si on veut réduire cette production, on la réduit de quelle manière, sur quelle échéance. Voilà, c'est tout un... De toute façon, peut-être on refera un point. Tu dis que ça se finit le 14 août, donc peut-être on refera un point dans 2 semaines ou à la fin du mois d'août pour voir qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que ton pessimisme a été vérifié ? Peut-être avant, parce qu'on parle
On parle du plastique, de la pollution, etc. Mais peut-être un petit rappel, je le disais au début, je sais plus les chiffres, mais on est passé de 2 millions de tonnes en 1950 à 475 millions de tonnes en 2022. Donc je sais pas, ça a été multiplié par combien, mais c'est quand même énorme. Oui, trop, voilà. On parle souvent des dangers pour la planète, évidemment, ils sont énormes. On oublie des fois un peu les dangers pour la santé humaine. Quels sont-ils ? Il y a tout un tas d'études scientifiques qui ont été menées sur le sujet. La dernière en date, c'est celle du Lancet. Ouais. The Lancet a sorti quelque chose, c'était hier, ouais. lundi. Mais justement, ils se sont servis de l'ouverture, enfin du début de ces négociations. C'était l'occasion pour remettre un coup d'alarme et de dire il y a un problème. Cette étude, elle est très vaste, mais ce qu'elle dit en gros, c'est que de cette consommation de plastique découle environ 35 000 morts par an sur la planète. Il y a tout un tas d'études en fait, qui essaiment là-dessus, notamment sur les substances chimiques qui sont utilisées. On avait une étude, alors attends, je la retrouve, elle est ici, qui nous expliquait par exemple sur certaines substances, donc c'est le PBDE, BPA, DEPH. On avait des phénomènes d'altération du système endocrinien, des liens établis avec le diabète, l'obésité, des pertes de capacité cognitive, aussi des malformations à la naissance. Donc voilà, tout ça c'est établi, on le sait qu'il y a des problèmes, des conséquences concrètes qui se passent. Le danger, ce dont on parle souvent, c'est tout ce qui est micro et nanoplastique. Ouais. C'est tout petit truc qu'on voit pas comme ça à l'œil nu et qu'on ingère en fait sans faire attention dans notre alimentation. Mais c'est aussi le cas parce qu'en fait le plastique il est partout. Il est présent dans nos emballages, il est présent sur nos vêtements. Il est présent dans l'alimentation, dans l'eau qu'on boit, dans l'air qu'on respire. Parce que dès le départ, il y a une pollution qui est au niveau des sols, au niveau des océans. Donc en fait, tout ça, voilà, au niveau des animaux eux-mêmes, les poissons, tout ça. Je crois qu'il y a un chiffre que l'ONU a sorti tout récemment, comme quoi il y aurait plus de plastique que de poissons en 2050 dans les océans. Ah ouais. Donc, en quoi ? En poids ou en nombre ? En nombre, je pense que c'est en nombre. Mais ça te donne un ordre d'idée vraiment de ce dont on parle. C'est pas juste... voilà, c'est quelque chose de concret qui est en train d'envahir. On en a souvent parlé, mais ça fait quelque temps déjà, de cette espèce de nouveau continent de plastique qui flottait comme ça sur les océans. Enfin voilà, c'est un truc. Et donc encore une fois, on en revient au problème de départ. Plus on augmente, si on remet pas en question le système, comme tu dis, et la question de la production, on va automatiquement continuer dans cette voie et ça va encore empirer. Et le problème à l'arrivée, c'est que c'est souvent certains États qui cumulent le plus de problèmes à ce niveau, qui reçoivent les déchets. Ouais. Et donc voilà, ça entraîne tout un tas de problèmes. Il y a aussi des conséquences sur la santé dans la manière dont on traite les déchets. Ouais. Tout ce qui est recyclage, tout ça, il y a des pays... Et là, on a une autre étude dont je parlais dans le papier, justement, donc c'est une étude de l'Environmental Justice Foundation du 18 juillet dernier, sur le cas de la Thaïlande, qui est toute une industrie liée au recyclage et qui, en fait, montre que ces méthodes-là, d'abord, en termes d'efficacité, prouvent leurs limites, mais surtout entraînent des conséquences absolument considérables sur la santé des personnes. On a retrouvé des résidus de plastique et de substances chimiques dans les sols, dans les œufs de poule, dans le sang humain aussi. Enfin, c'est vraiment partout. Donc c'est vraiment... Et encore une fois, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont sorties sur le sujet, mais on n'a pas encore vraiment comment dire, on ne sait pas encore concrètement... les impacts, tu vois, et comment y remédier. On suivra ça de toute façon, puisque donc tu le disais, ces négociations et peut-être l'accord sera trouvé d'ici le 14 août, donc on refera un point d'ici le mois d'août pour voir où ça en est. Juste pour faire une parenthèse, quand on parle de désaccord, il faut bien comprendre qu'ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur la définition même du cycle de vie du plastique. Enfin, on en est là, c'est quand même il y en a qui disent non, mais on le laisse comme ça, puis il va se désagréger tout seul. Ouais. Mais il y a aussi un autre point de désaccord, c'est l'idée du traité, c'était de mettre en place une liste des substances à prohiber. Ouais. Dont on sait aujourd'hui, justement, à travers les études scientifiques, qu'elles ont des impacts considérables sur la santé humaine. Même sur cette liste, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, c'est vraiment laborieux. Et puis, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est le retour de Trump. Ouais.
qui aussi penche dans la balance. parce que fin tu 2024, donc il n'était pas revenu. Ouais. Maintenant qu'il est revenu ouais. aux États-Unis, il y a aussi cette. Parce que là aussi, les États-Unis font pression, font partie de ce bloc obstructeur. Donc, en fait, on voit pas bien comment, si en fin 2024, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, on voit pas bien comment là, au mois d'août 2025, il va y avoir un retournement de situation. On l'espère, bien évidemment. C'est souhaitable, mais ça paraît très mal parti. Ça paraît très mal parti. On verra, restons donc positifs. Voilà.